Voilà. Si vous en avez la possibilité, y compris par téléphone, vous pouvez couper votre micro pour éviter les bruits parasites. Et de toute façon, on pourra avoir un temps d'échange après où chacun rallume son micro, c'est pas gênant. Voilà, sur le téléphone, il suffit de se mettre en mode mute et muet là. Mute. Voilà, et c'est le plus simple. Très bien. Il y a une touche normalement sur le smartphone où on peut se mettre en muet, micro muet. Et sur un fixe, peut-être plus compliqué. Ah, peut-être sur un fixe, non, mais bon, si vous êtes sur tu peux le faire toi? Oui, Juliette, tu peux le faire? Oui, mais le problème, c'est que si elle veut reparler, je ne saurais pas qu'elle veut reparler. Ouais. J'espère qu'il n'y a pas trop d'écho. Non, ça va. Par contre, ça va bien. bien. Très bien. Parfait. Merci. Super. Bon, parfait. Alors, je vous informe, donc, pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, qu'on est en train de démarrer, 15h07. On a lancé l'enregistrement du webinaire pour les personnes qui du coup, n'ont pas pu participer, m'ont demandé accès au replay. Je mets dans le chat à nouveau le lien de la feuille d'émargement en ligne pour que vous puissiez indiquer vos coordonnées. Et du coup, je vous souhaite la bienvenue dans ce webinaire de lancement de notre projet qui s'appelle Upskill et qu'on aura largement le temps de vous présenter. Merci de votre intérêt. On a eu énormément de réponses à notre Framadat quand on a lancé l'initiative. Et en fait, au-delà du lancement à proprement parler de ce projet, nous, ce qui nous motivait dans la rencontre avec vous, c'était surtout de prendre connaissance des activités agritouristiques que vous portez, organisez, accompagnez ou prévoyez de développer, pour voir les liens, les activités possibles qui peuvent être menées ensemble dans le cadre du projet Upskill ou de toute façon qui peuvent être menées peut-être en dehors du projet Upskill si ce n'est pas le cadre adapté. Voilà. Donc, très contente de vous retrouver. Moi, je suis Juliette Pérez, responsable développement de l'association Fablim. Je vais vous partager mon écran de sorte à vous présenter. Hop, zut. À vous présenter notre association et le projet. Alors, ne bougez pas, partagez l'écran. Voilà. C'est bon. Super. Donc, l'association Fablim, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, c'est une association d'intérêt général, à but non lucratif, qui fait de l'intermédiation entre sciences et société sur les questions de transition agroécologique et alimentaire. Donc, en fait, on joue un rôle un peu de connecteur et d'accompagnement méthodologique à la construction de projets de recherche participative, à commencer en fait par une étape qui s'appelle plutôt l'incubation, où on est en veille sur les projets recherche société émergents en lien avec nos sujets de prédilection, et après une phase d'ingénierie qui va permettre de mobiliser les personnes, les outils, les financements nécessaires à la conduite de la recherche-action. Après, on a une phase d'expérimentation collective et cette expérimentation donne lieu à un certain nombre de savoirs partagés. Et en fait, tous les savoirs issus de nos travaux sont open source et autant que faire se peut, designés en fonction des besoins et des questions que se posent les gens sur le terrain. Ce qui fait qu'en fait, une recherche-action qui aurait été menée, par exemple, à Montpellier, peut totalement ensuite, à terme, profiter en tout cas ou servir en fait d'outils réflexifs ou d'outils d'inspiration pour des personnes sur d'autres territoires. Voilà. Donc en fait sur le site internet de Fablim, si vous regardez donc quand vous tapez fablim.org, vous avez une rubrique ressources dans le menu et donc toutes nos ressources sont sous licence Creative Commons CC by SA. Vous pouvez tout à fait vous en resservir. Donc, dans les projets de prédilection sur lesquels on travaille, je citerai la relocalisation des filières et l'éco-conception des produits alimentaires, la structuration de filières de reconquête de la biodiversité sauvage. Donc là, c'était dans le cadre d'un projet européen qui s'est terminé et qu'on a bon espoir de poursuivre dans les prochaines années. Ensuite, on travaille sur la mise en place d'outils d'échange de pratiques, de savoir-faire entre professionnels et citoyens impliqués dans des projets sur les céréales locales. On
On a tout un axe sur la mutualisation logistique pour l'approvisionnement alimentaire des villes, mais pas que, c'est-à-dire pas que forcément des grosses villes, ça peut être aussi des petites villes ou villes intermédiaires. On travaille fortement sur les tiers-lieux nourriciers. Donc, je ne sais pas si certains nous ont connus, peut-être par la publication qu'on a lancée en 2020 sur les tiers-lieux nourriciers des acteurs de la transition agroécologique alimentaire, ou par l'événement national de rencontre des tiers-lieux nourriciers qu'on a organisé l'année dernière. C'est possible. Et après, on travaille à la création de communautés apprenantes sur différentes thématiques. Et pour vous donner un peu une illustration de nos actions, donc on est basé plutôt dans le sud de la France avec des recherches-actions en direct sur les territoires méditerranéens français. Ensuite, on anime différents groupes de travail nationaux, notamment dans le cadre de nos travaux de capitalisation et de création de communautés d'échange open source. Donc, ça peut se faire dans le cadre, par exemple, du réseau mixte technologique alimentation locale, soutenu par le ministère de l'Agriculture, où on anime 2 groupes de travail, mais ça peut se faire dans le cadre d'autres projets qu'on a à une dimension nationale. Et puis ensuite, on travaille sur des projets européens et des coopérations transnationales. Par exemple, j'ai cité le cas de ce projet européen sur la reconquête de la biodiversité, où on travaillait à l'échelle France, Espagne, Portugal. Mais on a d'autres projets comme celui-ci, Upskill, vous verrez, qui se font avec des partenariats transnationaux. Voilà. Le webinaire d'aujourd'hui va se faire en plusieurs temps. Un premier temps qui sera faire connaissance. Un deuxième temps qui sera vous présenter le projet. Un troisième temps plutôt dédié à des échanges autour des passerelles et contributions, synergies possibles avec vos propres projets. Et ensuite, on parlera des prochaines étapes et de la suite, notamment prochaines rencontres qu'on a prévues à partir de la rentrée. Voilà. Alors, oui, pour lancer ce tour de table, je vais laisser la parole à Pauline parce qu'on a créé un pad qui va permettre à chacun de se présenter. Donc, Pauline, pendant que tu présentes, peut-être je partage le pad. Merci, super. Très bien. Alors, du coup, on voulait commencer ce petit webinaire en vous connaissant un petit peu plus. Donc, on aimerait bien donc, en savoir un petit peu plus sur vous, vos structures et vos projets, donc en lien avec le sujet. Donc, je vous propose de faire un petit tour de table très rapide. Voilà, chacun prend la parole le plus rapide possible pour que tout le monde puisse passer dans un petit temps. Et en parallèle, du coup, Juliette vous partage le pad et donc vous pouvez répondre à la première question du pad directement en dessous en mettant bien du coup à chaque fois votre nom et prénom et vous répondez ensuite directement. Voilà, il y a 6 questions, donc ne cherchez pas à répondre aux 6 d'un coup parce que ça serait dommage, ça va manger sur le suspense de ce qui suit. Donc en fait, je vous propose simplement de prendre un temps pour prendre la question 1. Voilà, répondre à la question 1 et on va démarrer le tour d'écran. Donc, le principe, c'est toujours pareil. Donc, moi, je me suis présentée, Pauline s'est présentée. Donc, Pauline, tu donnes la parole à qui? Eh bien, à Julia de Sylvain-Gare. Julia. Ah, pardon. Alors, on ne vous entend pas. Oui. Toujours coupé. C'est bon. Bonjour à tous. Donc moi c'est Julia Smiskal de l'association Fédération départementale des CIVAM du Gard. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les CIVAM, donc Centre d'initiative de valorisation de l'agriculture et du milieu rural. Donc une association dont le cœur de métier c'est le développement de l'agriculture et de l'alimentation durable. Je vois qu'on a d'autres aussi, mes collègues qui sont là également, Anaïs. Donc, le lien avec l'agritourisme, très court. Dans le CIVAM, on travaille sur 2 volets. Il y a le volet plutôt accompagnement des agriculteurs sur le volet, accompagnement pour des agriculteurs et des personnes qui veulent s'installer en agriculture. Et il y a aussi le volet qu'on appelle plutôt agriculture et société, dans laquelle on met tout ce qui est accueil éducatif et social et également aussi les actions de l'agritourisme. Donc, vous connaissez sûrement l'une des actions les plus connues du CIVAM, une action nationale qui se fait au niveau national et dans
peu près dans beaucoup de départements, c'est le week-end de porte ouverte de ferme en ferme. Donc, dans le Gard, on le met en place, cette action, depuis 10 ans, avec une 50aine de fermes participantes. Et deuxième volet, on accompagne également les collectivités dans le développement de leur activité agritouristique. Et notamment, à l'heure d'aujourd'hui, on est en train de travailler avec la communauté de communes Cesse-Cévennes, donc c'est le nord du Gard, qui a eu la volonté de développer ce volet-là. Voilà. Et est-ce que tu peux dire, Julia, sur quel type d'activité la communauté de communes Cesse-Cévennes pense à quelle activité, par exemple? Là, l'action est surtout ciblée. Enfin, le départ, c'était quand même le diagnostic globalement des agriculteurs qui proposent les activités agritouristiques, y compris, par exemple, la vente à la ferme. Et ensuite, l'idée, c'était de proposer, en fait, en 2019-2021, en fait, sur les 3 années, on a mené une étude. On a mené un projet dans le cadre du financement du LEADER sur le développement des activités agritouristiques sur le territoire gardois. Et on a mené une étude également qui a montré globalement le potentiel très important sur des activités agritouristiques sur notre territoire, mais l'une des problématiques qui a été évoquée, c'était le manque de liens et de communication entre les différents acteurs de l'agritourisme, notamment hébergeurs, restaurateurs, agriculteurs, et tout ce qui est d'autres prestations bien-être, etc. Et donc, l'idée, c'était de proposer un produit qui pourrait peut-être en quelque sorte résoudre cette problématique, notamment les produits. L'idée, c'était de proposer les produits packagés, c'est-à-dire les séjours sur 1, 2, 3 jours qui réunissent ces différents acteurs. Et donc, la communauté de communes Cesse-Cévennes, elle a porté c'était un peu le territoire, on va dire, pilote, le territoire où on a essayé de mettre en place ce projet-là et développer ce produit. Donc, du coup, c'est en cours et ça va se finaliser fin été 2023. Donc, produit packagé. Ouais. Merci beaucoup, Julia, pour ce point. Tu donnes la parole à qui? Ah, c'est moi qui donne la parole? Je poursuis la chaîne, c'est ça? Qui tu veux. Alors, je donne la parole à Hugues Mercier-Paillet. Merci. Bonjour, Hugues. Ah mince, alors Hugues, le micro est coupé, je ne sais pas si c'est normal. Alors, on va essayer de donner la parole à Sachot. Allez, Chloé Sachot de la Chambre d'agriculture de l'Aude. Ok. Chloé. Ah oui, je la vois. Mince, Chloé ne répond pas non plus. Décidément. Bon, alors, raté. Alors, on va mettre Paul Masson. Voilà. Allez. La caméra. Vous m'entendez? Oui, là, c'est bon. Bonjour. Donc voilà, je me présente. Je suis Paul Masson. Moi, je ne suis pas agricultrice. J'ai ouvert il y a 2 ans dans le Cher, entre Bourges et Sancerre, dans un village de Potiers, une maison d'hôtes qui est une maison d'écotourisme et de cuisine fertile. Voilà, ça fait 2 ans que ça tourne et ça tourne bien. L'idée, c'est d'être d'emblée placé dans l'écotourisme, c'est-à-dire en fait dans le respect de notre écosystème, qui est un écosystème rural, forestier et de désert, beaucoup de déserts, de services publics notamment, etc., où c'est pas toujours très simple, mais aussi avec beaucoup de petites pépites alternatives qui, comme partout en France, se créent partout, notamment dans la production et chez les maraîchers. Donc, j'ai 3 chambres, dont l'objectif principal qu'on loue, comme des chambres d'hôtes. Mais la grande idée qu'on a, c'est de venir pour s'accorder le droit de ralentir.
En fait, voilà, un peu dans l'idée du slow tourisme et de pouvoir prendre le temps, du temps pour soi, du temps pour les autres et du temps aussi pour se donner le temps de faire des choses qu'on ne fait plus et des savoir-faire qu'on a perdus. L'autre grande dimension du projet, c'est ce que j'appelle la cuisine fertile. Donc, on me dit toujours, c'est quoi la cuisine fertile? C'est la cuisine durable, on va dire, mais le mot est tellement galvaudé et tellement emprunté aussi par beaucoup d'initiatives de greenwashing que j'ai tendance à l'abandonner un peu. C'est une cuisine qui entretient la vie, celle de notre santé, comme celle de la planète et du climat, pour aller vite. Donc, c'est bio, local, de saison, très ancré dans l'écosystème local. Donc, je ne suis pas agricultrice, mais je ne travaille qu'avec des achats de produits auprès des acteurs locaux. Et du coup, les gens participent à la cuisine. Je crois que j'ai vu ça sur le site. Non, alors ce projet de cuisine, il s'incarne pour le moment, on est tout neuf, hein, ça fait 2 ans qu'on existe, dans 2 dimensions. La première, c'est le petit déjeuner, qui est entièrement fait maison. Donc, j'ai fait construire un four à pain dans mon jardin, je fais le pain, je travaille avec du levain, ça fait partie des savoir-faire qu'on a trop délégués, qu'on ne sait plus faire et qu'il faut reprendre en main. Je fais le beurre, je fais les yaourts, je fais les pâtisseries, je fais les entremets. Voilà, l'idée, c'est un petit déjeuner qui est entièrement fait maison, avec des produits bio locaux complètement de saison, le plus possible avec des fruits qui sont donnés ou glanés. J'essaye aussi de construire un réseau d'échange, puisqu'on habite un village où tout le monde a des jardins et où tout le monde déborde de fruits ou d'œufs. Voilà, moi, je me fais donner les œufs. Je connais même une dame qui va jeter ses œufs dans la forêt parce qu'elle en a trop, qu'elle ne sait pas quoi en faire, quoi. Enfin, voilà, donc en essayant de faire fructifier tout ça. Et qui est en fait un moyen pour moi d'agir sur la déstandardisation du petit déjeuner des accueils, des gens qui accueillent les touristes. Voilà, c'est-à-dire le traditionnel croissant au beurre et baguette blanche qui tue le début de la journée, quoi. Parce qu'on l'a dans le fond de l'estomac, il est acheté, enfin bon, donc de travailler beaucoup à travers ça, ça marche. J'explique mon petit déjeuner le matin quand je le sers et ça déclenche toujours des discussions fort intéressantes sur ce qu'on mange, les produits qu'on mange, est-ce qu'on s'abîme la santé ou est-ce qu'on se fait du bien, etc. Voilà. Et le deuxième pied de ce projet-là, bah, je vais aller plus vite, c'est d'organiser, de monter en puissance, on va dire en tout cas, sur des stages. Donc là, j'organise des stages autour du pain et de la pâte à pizza au levain. Vous m'entendez ou pas? Oui, oui, oui. Oui, parce que bon, autour de la fabrication du pain au levain et de la pizza, parce qu'on entend souvent qu'on ne peut pas faire de la pâte à pizza sans levure, c'est entièrement faux. Et puis, pour le moment, c'est tout. Bon, je vais développer d'autres stages. Je ne vous développe pas, mais on pourra en parler si vous voulez, notamment sur la conserve naturelle, lactofermentation, les fermentations, tout ce qui est fermentation en fait, hein, qui est quand même un ancrage ancestral dans une pratique de la cuisine qui est mondiale. Et donc, on est aussi en train de monter en puissance sur l'idée de proposition de séjour à la carte. Voilà, qui se fait peut-être avec d'autres acteurs de l'économie locale, du système local, de notre écosystème. Mais ça, ce n'est pas encore lancé. Voilà, je suis aussi en attente d'idées ou d'expériences qui pourraient m'aider à avoir les bonnes idées. Voilà. Merci beaucoup, Paul. C'était très riche, super. Et je vois que Hugues nous a rejoint, donc du coup, c'est l'occasion de redonner la parole à Hugues. Ok. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Bon. Eh bien, écoute, merci. J'ai pas mal de choses là pour l'instant, donc je vais être bref. Je vais devoir vous quitter après aussi. Donc, moi, je suis agriculteur dans les Hautes-Alpes. Certains me connaissent déjà, là, de La Réunion. Ça fait quasiment une vingtaine d'années maintenant, en bio, sur de l'osiericulture-vannerie, une ferme, avec la structure de la ferme, puis une structure de stage, une structure de développement personnel aussi, Treslavie et Trévis. Avant, la structure s'appelait l'Oserais du possible, pour ceux qui me connaissaient, et là, je suis reparti en indépendance sur une structure personnelle avec ma compagne, et on a des projets de faire de l'accueil en habitat léger, et puis avec des petits déjeuners,
et puis aussi les formules de stage. Donc, avec les productions bio qui vont s'élargir au niveau de l'osier, avec des nouvelles variétés d'osier. Donc, transformation du saule sous toutes ses formes et valorisation du saule aussi par des cours et puis par des formations adaptées. Voilà, donc je me tiens dans le vent de tout ce qui se passe à votre niveau. Je suis bien ravi de faire partie de cette aventure. Merci à toi. Merci beaucoup, Hugues. Merci. On va retenter de donner la parole à Chloé Sachot, mais pas sûr qu'elle puisse nous rejoindre. Chloé? Oui, bonjour, ça y est, excusez-moi, j'ai eu un problème de réseau. Chloé Sachot, je vais mettre ma caméra, ce sera un peu mieux. Je travaille pour la Chambre d'agriculture France et je suis chargée de mission agritourisme. Dans ce cadre, j'anime le réseau des conseillers agritourisme des chambres d'agriculture, dont je vois quelques-unes de mes collègues qui sont présentes ici aussi en visio. J'ai une mission d'animation, j'ai une mission également de lien aux représentants de l'État pour discuter des politiques de développement de l'agritourisme et une mission de veille réglementaire et également une mission d'animation de la marque Bienvenue à la ferme, donc, qui est un réseau et une marque gérée par les chambres d'agriculture avec un volet circuit court, vente directe et un volet accompagnement des agriculteurs qui sont diversifiés en agritourisme. Voilà. Très bien, merci beaucoup Chloé. Du coup, on va essayer de cibler qui sont les autres conseillers chambre d'agriculture présents. Dominique et Florence déjà. Dominique. Ah oui, Dominique. Dominique, elle est là. Par contre, je ne sais pas si vous m'entendez, j'ai un problème de son. Non, mais ça marche. Ah, d'accord. Alors, moi, j'ai tout loupé. Donc, voilà, je ne sais pas ce qu'il faut faire ou pas faire. Il faut se présenter, juste ça. Voilà. Donc, moi, je suis Dominique Brichet. Donc, je travaille depuis longtemps à la Chambre d'agriculture où j'ai fait plusieurs missions, mais depuis le début, c'est-à-dire 33 ans, je suis conseillère accueil à la ferme, donc notamment pour les questions d'agriculteurs en émergence, sur les réglementaires et tout ça. Donc, ça fait 23 ans que j'assure cette mission avec beaucoup. Donc en Ardèche, hein, on est en Ardèche. En Ardèche, voilà. Ouais. Avec beaucoup d'évolutions depuis les années 90 au niveau de la création, de l'orientation des nouveaux projets. Donc voilà, il y a encore du travail à faire. Peut-être, j'écoutais tout à l'heure la dame qui faisait maison d'hôte, là, sur aussi peut-être des constructions à plusieurs, notamment sur des nouvelles formes. Alors, c'est vrai qu'il y a des nouvelles formes émergentes. Moi, ça me fait pas sourire, mais je me dis, moi, il me semblait que c'était ça, l'agritourisme. Enfin, je l'ai toujours vécu comme ça. Et aujourd'hui, je trouve que plein de personnes s'en emparent, donc c'est bien, c'est parce qu'il y a une demande, mais je pense que voilà, les agriculteurs ont toujours eu leur place, puisqu'en Ardèche, ça fait plus de 60 ans que des agriculteurs, oui, largement, font de l'accueil, voilà, avec des évolutions, ce qui est normal, c'est la vie, mais bon, voilà. Donc, j'étais intéressée, je ne connaissais pas du tout la structure. Aujourd'hui, j'avais compris que c'était notamment un projet, alors je ne connais pas le projet, mais c'était aussi comment on peut répondre aujourd'hui à des nouvelles attentes, notamment à travers des formations nouvelles sur l'agritourisme. C'est ça. Donc, c'est tout à fait ça. Donc, nous, on s'intéresse vraiment aux formes émergentes ou en tout cas à ces formes qui reconnectent agriculture avec l'alimentation. Et on en parlera plus en détail, qui permettent à des visiteurs de pouvoir pratiquer activement et par l'échange une autre façon de vivre son rapport à l'alimentation. Donc, en fait, on a pas mal de monde qui nous relate des initiatives vraiment intéressantes. Et en fait, ces gens-là n'ont pas forcément le mot agritourisme en bouche quand on les interroge. Donc, l'idée, c'est d'arriver à une reconnaissance de ces formes d'accueil qui ne sont pas nommées comme agritourisme, mais qui pour autant permettent de faire un lien. Et donc, du coup, la reconnaissance passe également par la professionnalisation
et du coup la formation. Voilà. On va finir le tour de table parce qu'on est nombreux, donc du coup ça permet qu'on passe à la suite. Je ne sais pas qui sont les autres conseillers chambres d'agriculture. Est-ce que... Bon, sinon on peut donner la parole peut-être à Isabelle Mogis, qui t'aide chez les agriculteurs. Oui, bonjour. Donc moi je suis Isabelle Mogis de l'Oseraie du Quercy. Donc pardon, j'ai une mouche qui me tourne là autour, hein, c'est très pénible. Donc, il y a une enquête en ce moment en cours sur comment les éleveurs se font pour se parer des mouches. Ah oui. Moi j'ai pas trop d'élevage encore dans le coin, ça va, mais ou alors c'est moi qui pue peut-être. Voilà, donc je suis aussi agricultrice aussi, hein, comme Hubert Chapaillet. D'ailleurs, c'est à cause de lui que je le suis, hein, puisque j'ai fait du woofing chez lui avant de m'installer. Et donc, je suis aussi agricultrice en statut principal, donc agricole. Je transforme puisque je suis vannière aussi. Et j'ai 3 chambres d'hôtes pour compléter mon activité en activité secondaire. Voilà, je fais des stages d'initiation vannerie tous les mois, un week-end. Donc demain, j'ai 5 stagiaires qui arrivent et je fais aussi des semaines de formation pour les gens qui veulent approfondir la vannerie en fait. Et puis c'est pris en charge par les fonds de formation, un type CPF. Voilà, donc toutes ces activités, donc c'est d'agrotourisme. Hein. Moi, j'ai pas du tout de problème à qualifier mon activité d'agrotourisme. C'était le projet que je souhaitais installer en faisant une reconversion professionnelle. Je suis installée depuis 2019, donc ça fait 4 ans et je commence à peine à trouver l'articulation entre toutes mes activités. Là, maintenant, après 4 ans. Voilà. Et donc, c'est un sujet hyper intéressant parce que dans ce domaine-là, finalement, il y a peu d'accompagnement. Moi, il me semble, hein, et on a beaucoup de mal à trouver les infos à droite à gauche, voilà, à part les choses classiques qu'on peut trouver partout sur Internet. Donc, ça mérite réflexion, effectivement, pour augmenter un peu les supports, les accompagnements, les aides spécifiques qu'on peut mettre en place pour des gens qui ont envie de valoriser leur production sur leur lieu de production et d'accueillir les gens. En tout cas, ça marche très bien. Moi, mes chambres d'hôtes, j'ai fait le pari que les gens ne viendraient pas chez moi par hasard et ils ne viennent pas chez moi par hasard. Quand ils réservent leur chambre, ils savent qu'ils viennent sur une structure qui propose de l'artisanat. Alors, c'est pas l'alimentaire, même si je donne mes œufs de poule à manger au petit déjeuner, mais je n'ai que ça à leur donner, si mes confitures. Mais voilà, et donc oui, ils viennent, ils demandent à voir l'atelier et donc ils viennent pas par hasard. Voilà, c'était mon pari et ça, on sait que ça fonctionne, donc il faut creuser ça. Ça fonctionne bien, voilà. C'est un tourisme et j'ai pas d'animaux, hein, c'est-à-dire que je suis une ferme parce que en agrotourisme on pense tout de suite à une ferme avec des animaux. Donc j'ai des poules, mais ça c'est anecdotique et je n'ai pas d'animaux. Donc il y a aussi de quoi attirer les gens sur des structures comme les nôtres sans avoir la bergerie ou les tables ou voilà. Merci beaucoup Isabelle. Je propose qu'on donne la parole peut-être à Anaïs du réseau CIVAM pour faire un peu peut-être le pendant avec l'OSHO au niveau national. Oui, bonjour. Et le pendant aussi avec Yulia, du coup, qui est un groupe CIVAM dans le Gard. Donc, comme elle vous l'a dit, nous, on est un réseau de développement agricole qui s'intéresse à l'agriculture durable et aussi à l'alimentation durable. Moi, mon poste est tourné autour des activités d'accueil sur les fermes, donc de façon un peu globale, tout ce qui est accueil éducatif, accueil social, pour permettre à des publics
plus fragiles ou en difficulté de venir aussi se ressourcer sur des fermes. Et on a des groupes qui sont engagés aussi, comme le Gard par exemple, dans des activités autour de l'accueil touristique. Donc de l'accompagnement, on fait notamment des formations, mais aussi le principe du réseau CIVAM qui est beaucoup basé sur l'éducation populaire, c'est d'avoir aussi des accompagnements entre pairs avec des analyses de pratiques, des temps d'échange collectif. Ce qui permet aussi de structurer ces activités-là. Au niveau national, nous, pour l'instant, à Réseau CIVAM, on est plus tourné sur l'accompagnement des groupes locaux concernant l'accueil éducatif et l'accueil social. Mais on est en lien sur ces questions d'accueil avec le réseau Accueil Paysan. Donc, je vais peut-être passer la parole ensuite à Manon Damalix, qui pourra vous en dire plus, mais qui, du coup, sont assez avancés sur ces questions de formation sur l'accueil touristique et avec lesquels on échange beaucoup pour faire avancer ces sujets-là dans nos collectifs à nous. Peut-être pour précision, quand on parle d'accueil touristique, vu que nous, on fait un peu la distinction entre différents types d'accueil qui parfois se recoupent un peu. On a dans les différents groupes des activités à la fois d'hébergement, de restauration, voilà, avec des gîtes, des tables d'hôtes, des chambres d'hôtes. Donc ça peut être assez diversifié, mais on regroupe toutes ces activités sous le même panel. Merci voilà. beaucoup. Du coup, Manon, je te laisse compléter. Ah Manon, le kit Malib ne doit peut-être pas marcher, on ne t'entend pas. Vous m'entendez sans qu'il... Là, oui. Il doit y avoir un souci avec le kit main libre. Ouais. Ok, mes excuses. Du coup, je m'appelle Manon Damalix, je suis coordinatrice nationale d'Accueil Paysan. Accueil Paysan, c'est un label participatif, c'est-à-dire que c'est une marque privée, hein, mais le label, il est donc géré et animé par les membres du réseau. Et c'est donc pas une Est-ce que c'est comme Nature et Progrès? Ouais. C'est un système participatif de garantie, si vous voulez les gros mots. D'accord. Les adhérents à Accueil Paysan, ils ont en commun de revendiquer une vision paysanne de l'agriculture et une éthique de l'accueil fondée sur l'échange, le partage, la convivialité. Ils ont aussi en commun de combiner différents types d'activités, dont à minima des activités de production d'alimentation et des activités d'accueil, mais parfois bien d'autres, notamment des activités artisanales. La vocation du réseau, et notamment de la tête de réseau, c'est de permettre donc aux paysans accueillants de vivre de leurs activités donc sur des fermes paysannes multifonctionnelles et à taille humaine, et aussi de créer des espaces d'échange, de dialogue, d'éducation entre les paysans et le reste de la société. En termes de pratiques d'accueil à la ferme et en milieu rural, donc il y a eu un petit teasing, mais du coup, il y a aussi bien de l'accueil touristique, gîtes, chambres d'hôtes, camping, hébergement insolite, table d'hôtes, auberges paysannes. Il y a aussi de l'accueil éducatif, par exemple les fermes pédagogiques, et de l'accueil social qu'a déjà décrit Anaïs. Pour le coup, on a vraiment une vision assez proche avec Réseau CIVAM de l'accueil social qu'on pratique. En termes de mission à Accueil Paysan, on en a plusieurs. Une mission d'étude, d'analyse, de compréhension des évolutions du monde agricole et rural. Une mission d'accompagnement des porteurs de projets et de nos adhérents. Et puis une mission de visibilité de l'agritourisme et de l'offre de nos accueillants. D'accord. Du coup, une petite question très pratique, pour être chez Accueil Paysan, il faut être sous label, sous statut MSA, ou il peut y avoir des gens hors statut MSA? Hors statut MSA. Si je détaille, du coup, on a à peu près un tiers de statut MSA, un tiers de retraités de l'agriculture et un tiers de autres, c'est-à-dire plein d'autres possibilités. D'accord. OK. Merci pour cette précision. Très bien. Excusez-moi, je précise juste, j'excuse du coup mon collègue Armand Marguerite, qui est à Accueil Paysan Occitanie, qui est en congé actuellement. OK, merci beaucoup. Alors du coup, on peut donner peut-être la parole, quitte à parler d'Action nationale, à Arnaud Trollet pour son initiative Savoir-faire découverte. Alors Arnaud, si tu parles, on ne t'entend pas parce que le micro est coupé. Voilà. Voilà, ça vient. Bonjour, merci Juliette pour cette initiative.
Oui, donc c'est une bonne vingtaine d'années. Donc j'ai créé Savoir-faire et découverte et nous animons avec une petite équipe un réseau de 90 professionnels formateurs qui sont des artisans et des agriculteurs, quelques artistes. Et on a une offre nationale de stages découverte. C'est plutôt pour ça que Juliette m'a convié. Il s'agit de découvrir un savoir-faire par la pratique ou apprendre à faire soi-même. Et puis une offre de formation qui, là, concerne davantage des adultes qui veulent se réorienter, se lancer dans un métier manuel et écologique. Donc, on reçoit 1200 participants par an. On a pas mal de savoir, pas mal d'atouts sur la transformation, hein, de passer de la terre à l'assiette, donc le pain, la lactofermentation, mais aussi des métiers artisanaux comme le travail du bois. Et le principe de base de cette offre-là, c'est d'apprendre par la pratique. Donc, c'est ça la base. Et on remonte après sur les éléments plus théoriques quand c'est nécessaire. Et donc, le réseau s'occupe parfois au niveau de l'équipe ici. On accompagne du coup ces 90 artisans, ces 90 professionnels formateurs. On les coach, on les forme, on fait la promotion, etc. On fait notre travail de valorisation des savoir-faire via ce réseau. Merci beaucoup Arnaud. Merci pour cette présentation. Alors, je vois Johanna qui se rassoit. Ok, ouais, bonjour, ouais, j'ouvre mon micro. Bonjour à tous, donc Johanna, je suis animatrice de la route des fromages de chèvre de Nouvelle-Aquitaine. C'est une association composée d'éleveurs de chèvres de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc la région Nouvelle-Aquitaine, ça va des Deux-Sèvres jusqu'aux Pyrénées-Atlantiques en passant par Bordeaux, le Limousin, etc. Donc, c'est un réseau d'éleveurs qui sont impliqués dans l'accueil à la ferme, c'est-à-dire qui organisent des visites pour le public, qui organisent des ateliers, des animations, pour faire découvrir le rapport à l'animal, leur métier, mais aussi la transformation des fromages, la dégustation. Ils participent, ils contribuent aussi à des événements grand public en dehors de leur ferme pour faire découvrir leur univers. Voilà, et puis on anime aussi un lieu vitrine qui s'appelle la Maison des fromages de chèvre où on organise des animations agritouristiques sur tout ce qui va être patrimoine caprin, découverte du patrimoine caprin, qui est à la fois visite dans les fermes et animation, fabrication, dégustation de fromage de chèvre. Merci beaucoup pour cette présentation. Je ne connaissais vraiment pas du tout et c'est génial de pouvoir… En fait, on se dit que là, pour l'été, on a toutes les vacances organisées. On va un petit coup chez Isabelle, un petit coup chez Hugues, un petit coup chez les fromages de chèvre, après le super petit déjeuner dans le Cher. C'est super. Ça fait un bon circuit. Ouais. Merci pour cette présentation. Donc, je ne sais pas qui n'a pas parlé. Je crois qu'il y a Antoine Boz, qui est agriculteur, qui n'a pas parlé. Alors, bonjour, merci tout d'abord de me laisser la parole. Donc, je suis jeune agriculteur, je l'ai installé depuis 2 ans. Enfin, je suis dans ma 2e année. J'anime 2 ateliers, principalement maraîchage biodiversifié et arboriculture. Je m'oriente vers le bio, mais c'est un petit peu compliqué. Et ensuite, je suis en train de développer un petit élevage au vin, mais principalement pour le milieu qui m'entoure. Je suis en plein milieu d'une zone Natura 2000. Et c'est où? À Mourez, dans l'Hérault. Ah oui, d'accord, Mourez, ouais, très bien. Je suis suivi par Thibaut Rodriguez du Conservatoire des espaces naturels. Ouais. Donc, je commence tout juste à aborder ces questions d'agrotourisme. Et moi, dans un premier temps, j'aimerais beaucoup développer l'aspect pédagogique. Donc, principalement pour des jeunes adultes en formation BTS et tout ça. Ou par rapport au Erasmus. Donc voilà, et après, dans un second temps, j'aimerais développer une partie plus agrotourisme, mais vraiment dans un milieu immersif avec peut-être une partie pédagogie pour les enfants, un peu de repos pour les parents.
Donc voilà, et plutôt sous le type de logement, d'éco-logement et de logement atypique. D'accord. Et je crois qu'on s'était vu à la restitution du projet sur les fleurs locales, hein, c'est ça? Exactement. Tu dois passer incessamment sous peu pour voir la parcelle que je mets à disposition. Tout à fait, ouais, je me rappelle. Ben, merci beaucoup Antoine pour être avec nous aujourd'hui. Du coup, qui n'a pas parlé? Je crois qu'il y a Sylvie Roucher et Fabienne Feutry. Je n'ai pas parlé non plus. Pardon, alors désolée, j'essaie de suivre. Alors, je peux commencer, sinon moi j'ai le son, ça y est. Alors, qui veut parler? Alors, d'abord Sylvie, après on passera la parole à... Bonjour tout le monde. Donc, moi, j'ai développé le Paris dans la poêle il y a 3 ans. Je propose des ateliers. Alors, en ce qui nous concerne par rapport à l'agritourisme, je propose des ateliers de cuisine végétale à des particuliers désireux de limiter leur consommation de protéines animales. Et du coup, comme j'attache beaucoup d'importance à mes fournisseurs, depuis 1 an et demi, je propose une partie de mes ateliers dans les champs maraîchers. Et c'est à quel endroit? Ah oui, pardon, je n'ai pas dit. Je suis dans le Béarn. Le Béarn, d'accord. Entre la route des fromages d'Ossoirati et le bassin de lac. Et voilà, donc du coup, je propose assez régulièrement des ateliers chez mes fournisseurs qui sont essentiellement en bio ou en agroécologie. Donc, le principe, une partie de l'atelier, en fait, le maraîcher va expliquer son choix de culture, son mode de culture, un peu son quotidien, ce qui surprend toujours beaucoup les gens. Et en deuxième partie, on ramasse des légumes et puis on va concrétiser quelques recettes. Voilà, l'idée, c'est de diversifier la cuisine des légumes, lui redonner un blason. Et en deuxième partie, alors c'est pas encore concrétisé, mais ça va bientôt. Depuis 2 ans, je travaille avec un collectif soutenu par une municipalité. Nous allons bientôt ouvrir un laboratoire de transformation végétale mutualisé entre maraîchers, apiculteurs, confituriers, traiteurs, cuisiniers, formateurs. L'idée, donc, on a appelé ça un food lab. Et l'idée, du coup, c'est de faire venir des professionnels locaux, soit pour de la formation, soit pour venir bien transformer ce qu'ils ont à proposer. Ça sera ouvert aux particuliers aussi qui voudront venir suivre des cours de cuisine, quelle qu'elle soit. Voilà. Donc, ça sera quand l'ouverture? Alors, l'ouverture est prévue en fonction de l'état des travaux, on va dire plus largement, premier trimestre 2024. D'accord, donc c'est dans pas longtemps. Oui, voilà, depuis 2 ans qu'on y travaille, on est encore en achat de projet, on va dire. L'équipement est fléché, on a une réunion la semaine prochaine justement avec la Chambre des métiers, la Chambre d'agriculture, pour continuer à travailler sur la charte d'utilisation, sur la tarification, sur tout ça. Mais enfin, voilà, là, on est dans du concret. D'accord. Ben, merci beaucoup pour ce retour. Je vois Annabelle qui avait levé la main et puis aussi, où est... Je suis là, Florence. C'est ça? Florence, voilà, c'est ça. Je cherchais. Alors, on va dire Florence et Annabelle parce que Florence l'avait dit avant. Allez, il n'y a pas de souci. Donc, bonjour, moi je suis Florence Ollier, donc je travaille à la Chambre d'agriculture de l'Aude. Donc, je suis chargée de mission agritourisme à 100%. Donc, j'accompagne différents types de publics, donc des agriculteurs qui n'étaient pas agriculteurs avant, qui souhaitent le devenir, qui ont des projets assez innovants. J'accompagne des agriculteurs qui sont agriculteurs depuis longtemps et qui s'orientent vers l'agritourisme, et j'accompagne des structures qui sont déjà dans l'agritourisme depuis un certain temps et qui souhaitent créer de nouveaux ateliers. Donc, j'ai un accompagnement volet collectif, donc approche classique, ingénierie de projet, ingénierie financière sur le projet en question, avec
un gros temps passé quand même à la créativité de l'offre, hein, puisque l'idée, c'est effectivement de travailler la plus-value de cette offre agricole qui fait lien à la personnalité et à la ferme sur laquelle est l'exploitant agricole. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est accompagnement individuel. Et après, niveau accompagnement collectif, je travaille avec des groupes d'agriculteurs qui souhaitent identifier un territoire précis, une thématique précise, et qui nous demandent de faire des audits de territoire, en quelque sorte, et de mettre en place un plan d'action, de manière à ce que leur discours soit singulier et qu'ils puissent se différencier des autres offres présentes sur le territoire. Je travaille aussi pas mal en lien avec les écoles, hein, différents niveaux, donc pour faire de la sensibilisation à la diversification vers l'agritourisme. Et comme je suis dans un département quand même qui est très touristique, j'ai un gros temps de travail qui est consacré au lien avec les acteurs du tourisme, que ce soit les ADT, les offices de tourisme, etc., de façon à ce que on puisse renseigner l'agriculteur sur sa place dans le territoire dans lequel il se trouve, au milieu de toutes les politiques publiques qui peuvent lui être données pour mettre en œuvre un projet qui lui tient à cœur et qui réponde aux demandes sociétales. Voilà. Donc, à la Chambre d'agriculture, on a une offre formation qui est assez large aussi à destination des agriculteurs. Donc, voilà, c'est des formations qui vont de l'amont finalement à l'aval de la thématique agritourisme, donc qui est assez large. Ça va de la structuration de l'offre jusqu'à la commercialisation, en passant par des créativités singulières précises à travailler, des formations sur la réglementation, des formations sur les langues étrangères, puisqu'on a pas mal aussi de visiteurs étrangers. Enfin, on en avait beaucoup jusqu'à avant le Covid. Peut-être que ça va changer aujourd'hui. Et en tout cas, l'idée, c'était aussi d'accompagner nos agriculteurs sur la pratique des différentes clientèles à la sensibilisation à l'agriculture et à toutes les expériences et toutes les offres qu'ils proposent. Voilà, donc nous, on travaille aussi bien sur la vente directe que sur les hébergements, que sur les activités découvertes, que sur la restauration, la location de salles, les événementiels individuels, collectifs, les fermes pédagogiques, etc. Voilà, et donc gros travail aussi en lien avec une démarche territoriale qui existe sur le département, qui s'appelle la marque Pays Qatar, dont l'objectif est de mettre en avant, ou en tout cas de mettre au centre de l'économie le patrimoine et la culture. Et donc, les agriculteurs, par le biais de l'agritourisme, répondent tout à fait à cet objectif-là. Ce qui nous permet également de faire le lien aux autres marques qui sont venues sur le territoire ou qui existent depuis longtemps. Donc, bien sûr, la marque Bienvenue à la ferme. Également, les marques Vignobles et Découvertes, Canal du Midi, Accueil Vélo, Accueil Paysan. Enfin, voilà, on travaille en lien avec toutes les marques qui peuvent permettre effectivement à un agriculteur de se démarquer et de dire ce qu'il a envie de dire de lui. Voilà. Merci beaucoup, Florence, pour ce témoignage riche. Il y avait Annabelle qui voulait prendre la parole également. Oui, bonjour à tous. Merci pour l'organisation de cette réunion. Donc, moi, je suis Annabelle. Vous m'entendez bien? Oui, parfait. Oui. Voilà, donc, je suis Annabelle Laurent de My Green Training Box. C'est un petit peu en marge de toutes vos actions, mais vous allez comprendre pourquoi non, finalement. My Green Training Box, c'est une plateforme de formation digitale sur le développement durable. Et on aborde différentes thématiques telles que l'agriculture durable. On a de nombreuses formations sur l'agriculture durable, mais des formations aussi d'engagement sur le tourisme durable, sur l'interculturalité, d'un point de vue interculturalité humaine, sur l'agroforesterie, etc. Et la particularité des contenus de formation sur My Green Training Box, c'est qu'ils sont totalement en accès libre et gratuit. Donc, on va collaborer avec des experts de ces différents domaines pour créer des contenus qui sont d'une grande qualité scientifique et technique, puisqu'on aura mobilisé des experts sur ces domaines-là. On va apporter toute l'ingénierie pédagogique et la création de contenus digitaux qu'on va mettre en ligne sur la plateforme. Une formation, c'est des formats assez courts, hein, c'est une dizaine. Alors, une seconde, il y a quelqu'un qui vient de me rejoindre et qui n'a pas son micro coupé, me semble-t-il. Voilà. Ça a l'air d'aller, non?
C'est bon. Allez, je continue. Donc, c'est une dizaine de modules avec plusieurs formats, des vidéos courtes, ce qu'on appelle du micro-learning, des PDF, des podcasts et évidemment des évaluations. Et donc, ces formations, elles peuvent être suivies sous un format e-learning. Donc, je m'auto-forme, je vais piocher des contenus qui m'intéressent sur la plateforme, mais qui peuvent aussi être implémentés. C'est à peu près un tiers de nos utilisateurs. Ce sont des formateurs, ce sont des enseignants, ce sont des gens qui construisent des parcours de formation et qui peuvent implémenter tout ou partie des contenus qui vont les intéresser dans leur propre parcours de formation. Donc, on va souvent se positionner en amont de formation présentielle, et tout à l'heure, je ne sais plus qui disait les formations par le faire, etc. C'est clairement très, très important. Mais on va se positionner souvent en amont pour pouvoir créer et promouvoir du contenu qualifié, scientifiquement et pédagogiquement, que les enseignants, les formateurs puissent ensuite implémenter. Par exemple, des formations sur la réglementation qui peuvent être tout à fait utilisées et implémentées dans les parcours de formation. Et donc, du coup, ça veut dire que ça peut être, vu que c'est en libre accès, si par exemple, je ne sais pas moi, un animateur CIVAM trouve sur la plateforme My Green Training Box un contenu intéressant, il peut en faire un e-learning et combiner ça à sa formation présentielle, en fait, c'est ça? Oui, complètement. En fait, on va avoir des formateurs qui vont les utiliser, par exemple, en positionnement, parce que le contenu leur correspondra, et ensuite aller plus loin. On va avoir des formateurs qui vont les utiliser en présentiel, alors soit en distribuant toute ou partie des PDF de la formation, soit en projetant un mode de vidéo pendant son parcours, ou éventuellement en évaluation post-formation, si l'évaluation qui est sur la plateforme lui convient. Et juste pour vous mentionner qu'aujourd'hui, la formation, donc on a lancé My Green Training Box en 2020, donc c'était la V1 de la plateforme. Et là, on est en train de travailler sur la V2 qui sera disponible à partir du mois de janvier de l'année prochaine et qui sera également une application et qui va pouvoir permettre de créer justement son propre parcours de formation. On prend souvent l'exemple de l'agritourisme pour créer son parcours de formation, parce qu'on peut aller piocher des modules, par exemple, dans le tourisme durable, aller piocher des modules, on va lancer une série de modules sur la protection intégrée des cultures par filière agricole, donc on va aborder la vitie, le maraîchage, les grandes cultures, l'agro, la polyculture, élevage, avec des formations très complètes autour de ça. C'est un projet qui est porté par l'ACTA au niveau national. Et donc, demain, un formateur ou quelqu'un qui voudrait se former et construire son propre parcours de formation va pouvoir aller créer sa formation ad hoc sur la nouvelle version de la plateforme, qui sera aussi une appli. Et donc, ça peut être sur mesure, on peut se choisir ses modules. En fait, c'est ça. Aujourd'hui, le sur-mesure, il faut un peu se le bricoler. On va donc chercher les contenus à droite, à gauche, mais demain, le sur-mesure, on va avoir un espace dédié. Vous aurez un espace dédié sur la plateforme pour créer votre formation sur mesure parmi les contenus. Et dernière information, on sort une formation tous les mois, donc c'est quelque chose d'assez dynamique. Tous les mois, il y a une nouvelle formation qui sort. Vous allez là, on ouvre un cycle à partir du mois de septembre sur l'agriculture, avec 25 formations nouvelles qui vont sortir une par mois à partir du mois de septembre. Et les formations sont souvent créées en français et en anglais. Et petite question, si ce n'est pas indiscret, c'est que pour proposer des contenus gratuits, du coup, vous avez des subventions publiques? C'est quoi le modèle économique? En fait, tout ce qui sort sur la plateforme a été financé par une façon ou par une autre. Donc, les financements, on participe à de nombreux projets, notamment Erasmus+, donc des projets et des appels à projets au niveau national ou européen pour financer la création des contenus. On répond à des appels d'offres et puis ensuite, après, des entreprises privées qui souhaitent qu'on leur crée des formations plus techniques sur leurs produits. Donc ça, ce sera évidemment pas sur la partie publique de My Green Training Box, parce que sur My Green Training Box, par exemple, on a fait beaucoup de formations autour des biointrants. On ne cite pas de produits. C'est une grande ligne rouge qu'on se fixe. C'est pas une plateforme pour faire la publicité sur des produits. Donc ça, c'est possible, mais sur un espace privé. Donc en fait, tout ce qui sort sur la plateforme et qui est mis en ligne a déjà été financé. Et c'est la raison pour laquelle nous, on ne vend pas d'action de formation. En revanche, la plateforme est quand même labellisée Calliope. J'ai entendu qu'il y a beaucoup de formateurs. D'accord. Mais on a quand même une reconnaissance Calliope parce qu'on a voulu pousser justement la qualité pédagogique de ce qu'on faisait et demander finalement la reconnaissance Calliope, quand bien même on n'était pas obligé de la demander, puisque nous ne vendons pas d'action de formation et nous n'en vendons pas. Très intéressant. Moi, je ne connaissais pas. J'imagine que
les collègues non plus, donc on ira voir très volontiers. Merci Annabelle. Je mets le lien sur le chat. Merci voilà, beaucoup. merci. Et puis n'oubliez pas de remplir voilà, tout ce qui est intéressant à savoir dans le pad, parce que moi je prends des notes évidemment, mais pour ne pas faire de coquilles, je m'en référerai aussi à ce que vous avez écrit. Voilà. Et alors il reste 2 personnes qui n'ont pas parlé, donc Fabienne Feutry. Bonjour Fabienne. On ne s'était pas vu depuis longtemps. C'est vrai. Oui, bonjour Juliette. Je ne vais pas mettre ma caméra parce que j'ai un très très mauvais réseau. Je suis désolée, j'ai peur que le son s'en aille. Donc moi, je suis en Nouvelle-Aquitaine. J'accompagne des filières de Nouvelle-Aquitaine, des filières de production, plutôt à taille associative, donc des associations de producteurs. Mon angle, on va dire, d'accompagnement, il est surtout sur la partie valorisation des produits. Ça d'une part, et d'autre part, je coordonne en collaboration avec des associations de développement local, une formation sur la transition agroécologique. Et donc, sur ces 2 volets-là, se pose de plus en plus la question au travers à la fois des paysans ou des agriculteurs que je rencontre, mais aussi des personnes qui viennent se former, donc agriculteurs, mais pas que, beaucoup de personnes en reconversion, se pose aussi la question de la valorisation des produits au travers de l'agritourisme. Et ce qui m'intéressait, bon, tout m'intéresse, et les échanges, je vois bien que les profils des personnes qui sont là sont ultra riches. Mais ce qui m'intéressait en termes de questionnement, c'était d'une part, comment s'envisage l'agritourisme, même au niveau formatif, sous l'angle des transitions agroécologiques. Et d'autre part, quelle complémentarité entre des agriculteurs qui veulent vivre de l'agritourisme et des non-agriculteurs, on va dire, sur des territoires proches, qui veulent aussi valoriser des productions sans être forcément, eux, des producteurs. Voilà. D'accord. Et je dirais que derrière tout ça aussi se dessinent ou se questionnent les gens au niveau de l'organisation du travail, au niveau des fermes, parce que mettre en place des actions d'agritourisme, c'est forcément, bien évidemment, pour certains, un besoin de formation, mais aussi une organisation au travail qu'il faut arriver à maîtriser, en plus des autres activités, étant donné que de plus en plus de fermes diversifient leur activité aussi en termes de production. Oui, tout à fait. Voilà. Je pense qu'Isabelle Mogis, c'est de quoi tu parles sur l'organisation des activités des différents ateliers avec l'agritourisme. Merci Fabienne. Et il va rester Émilie. Ah oui, c'est ça, Émilie. Je cherche qui n'a pas parlé, mais... Où Émilie? Marianne? Ah oui, alors pardon. Et Marianne, pardon. Alors, désolée, comme il y a un numéro de téléphone, alors, Marianne, c'est parti. Pour faire court, je vois que le temps passe et moi je suis au téléphone, donc c'est plus compliqué de vous suivre. Je dis d'abord bonjour à Arnaud et à Hugues Mirchapayès s'ils sont toujours là, parce que ça fait longtemps que je ne les ai pas eus et que j'ai travaillé avec eux entre 2011 et 2013. Pour faire court, l'association d'Autofabrique favorise l'accompagnement de projets alternatifs. Auparavant, on a beaucoup travaillé sur des études de faisabilité en circuit court alimentaire, en création de jardins d'insertion de fruits rouges dans le Nord Ardèche et sur les méthodes de transformation végétale autour du Lyonnais, sur tout ce qui était sur production, sur les pics de production. Actuellement, on bénéficie d'un site expérimental depuis 2 ans dans l'Aude. C'est pour ça que le siège de l'association qui est à Lyon va changer. Et c'est un groupement foncier agricole en restructuration qui accueille élevage de poules pondeuses, fromage de chèvre et boulangerie paysanne. Je rejoins ce que dit Fabienne sur la temporalité et l'organisation du travail sur tout ce qui est agritourisme. La difficulté pour ce GFA, c'est justement d'accueillir
Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut diversifier une activité en GFA sur une partie non agricole. Et nous, on a cette possibilité-là en tant qu'association. Et actuellement, on développe plutôt l'accueil social et culturel sur ce lieu. Et l'idée, c'est de pouvoir développer du chantier formation à la journée, en intégrant aussi notre savoir-faire sur une maison autonome qui travaille beaucoup sur la question de la cuisine créative végétale en cuisson solaire. Voilà. Je note cuisine créative végétale en cuisson solaire. Eh bien, on n'est pas loin, j'irai peut-être faire un tour. Avec plaisir. Ok. Merci beaucoup. Ça sera dans les Corbières, hein, on est d'accord, hein? Et on est déjà là, mais le siège est en cours de changement. Entendu. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas, Émilie, si tu nous as rejointes. Sinon, Émilie, tu es là? Ah oui, voilà, Émilie. Oui, je suis là, désolée. Petit décrochage de 5 minutes. Du coup, tu m'as présenté ou je t'ai raté? Non, entre-temps, c'est à toi. C'est à moi. Du coup, je suis Émilie Varro. Je vais rejoindre l'équipe de Fablim pendant quelques semaines pour venir en soutien sur la coordination des projets avec l'équipe. Donc, je prends connaissance un peu de tous les projets de Fablim en ce moment, d'Upskill. Donc, je suis ravie d'entendre tous les échanges. Et avant ça, j'ai pas mal aussi travaillé sur l'agrotourisme puisque j'étais la directrice du CPE Bassinto. Donc, on travaille beaucoup avec les CIVA, mais on a réalisé pas mal de projets d'agritourisme. Donc, ce n'est pas un monde ni des sujets qui me sont inconnus. Voilà. Super, merci beaucoup, Émilie. Alors, du coup, on a fait un long tour de table, c'était volontaire parce que, en fait, la réunion d'aujourd'hui, on voulait vraiment que ça serve à mieux se connaître. Et comme on savait qu'il y avait des initiatives hyper top, on s'est dit, avant de se présenter, nous, avec notre projet Upskill, on va déjà présenter le tour de table et on se présentera après. Donc, le tour de table étant fait, je voulais rentrer dans la finalité de ce projet européen. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec les projets européens. Il y en a que oui, puisque plusieurs ont dit avoir participé à des projets Erasmus+. Donc, c'est un Erasmus+. Et parmi les différents dispositifs Erasmus+, celui-là, c'est un projet de partenariat stratégique sur la formation pour adultes. Pour ceux qui, avant, connaissaient le mot Grundvig, c'était avant les projets Grundvig. Voilà. Nous avons comme partenaires plusieurs pays. Pauline, je te laisse présenter. Oui, merci. Donc, étant un projet européen de coopération transnationale, forcément, on a donc plusieurs nationalités. Donc, on est 6 au total en comptant Fablim. Donc, on a la mairie de Pliego, donc en Espagne, qui est du coup chef de file. Donc, c'est vraiment ce partenaire qui s'occupe de la coordination des missions entre chaque partenaire et de tout ce qui est aspect administratif organisationnel. Juste dire que c'est dans la région de Murcie, pour ceux qui connaissent. Oui, tout à fait. Ensuite, on a notre partenaire finlandais, donc Innoventum, qui est un peu c'est le spécialiste en solutions web. Donc, c'est vraiment eux qui vont s'occuper de la plateforme, de la structure des modules de formation. Ensuite, on a IEF en Irlande, qui s'intéresse au développement éducatif des personnes en mettant vraiment l'accent sur l'apprentissage tout au long de la vie. Donc, ils ont vraiment des personnes de tout âge. Et eux, ils sont plutôt spécialisés dans l'inclusion, la diversité et le développement rural. Ensuite, on passe du côté de Chypre avec Synthesis, qui cherche à fournir des solutions innovantes aux problèmes les plus urgents qui sont aussi liés du coup à l'éducation et à l'intégration. Et enfin, en Italie, on a Arches, qui est un collège universitaire qui propose du coup un très grand catalogue de formations et qui vient du coup en appui aux universités plutôt sur les temps, on va dire, hors extrascolaire, on va dire, hors de l'université, quoi. Ouais. Et c'est eux qui nous ont accueillis pour le lancement du projet au niveau transnational. Donc, on a eu une réunion de lancement au mois de mars à Palerme avec un super atelier de fabrication de pizza. Bon, bref. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous, on voulait coupler, en tout cas doubler ce lancement transnational par une réunion franco-française parce qu'on s'est aperçu, et c'est l'objet de ma diapositive suivante, que entre ces différents pays que Pauline a présentés, les contextes agritouristiques sont vraiment très, très différents.
avec des pays où c'est plus développé, d'autres où c'est moins développé. Donc nous, le constat en France, c'est qu'on a un foisonnement d'initiatives, et on l'a vu dans le tour de table, hein. On a également un foisonnement d'initiatives nouvelles, pas banales, atypiques, par rapport aux activités traditionnelles qui peuvent être par exemple le camping à la ferme ou les chambres et tables d'hôtes, ou alors en tout cas ça peut être des activités traditionnelles qui sont renouvelées. On a parlé par exemple voilà, de faire chambre d'hôte mais avec des produits particuliers, en mettant la main à la pâte, en découvrant les maraîchers, etc., etc. Et donc, on s'est dit, les formats et les publics sont variés, ça représente un vrai attrait pour les territoires, donc c'est une opportunité pour des professionnels pour faire connaître leurs produits, leur savoir-faire singulier et leur typicité. Voilà. Donc, nous, dans ce panorama-là, on s'est dit, on ne va pas faire parce que c'était un peu le parti pris des collègues, par exemple, en Finlande, c'est beaucoup moins développé, etc. Parti pris, c'était de faire quelque chose de plus généraliste. Et nous, on s'est dit, on ne va pas faire un truc généraliste. En France, il y a déjà tellement de choses. Il faut qu'on cible. Sinon, faire une formation, découvrir l'agritourisme, ça n'a pas de chance, ça n'a pas de sens. Déjà, de quoi parle-t-on? Quel type d'accueil, etc. Donc, nous, notre focus, ce sont les initiatives émergentes qui vont croiser des ateliers d'éducation populaire et l'agritourisme, qui vont permettre de relier production et transformation agricole ou alimentaire dans une perspective de développement durable et si possible dans un cadre collectif. Donc, le projet Upskill va vouloir outiller et outiller par la formation, c'est également reconnaître ces professionnels tout en tenant compte des réseaux existants, de sorte à ce qu'on parte déjà de la formation qui existe, qu'on la fasse connaître et qu'on voit comment la compléter, la renforcer, l'outiller. Et ça, en fait, au bénéfice de tous, puisque les contenus qu'on produira seront open source. Et donc, en fait, chacun sera libre, tout comme la plateforme. Désolée, je viens encore, Annabelle, de manger le nom de la plateforme. Green Training Box. Green Training Box, nous, c'est un petit peu la même chose. Si on est financé dans le cadre de ce projet Erasmus+, les contenus, nous, on souhaite les cibler pour qu'ils soient le plus utiles possible et pourront après être réutilisés par chacun d'entre vous. Voilà. Donc, en fait, nous, on a ciblé des accueils de découverte tout public, en immersion active dans les lieux de production. Donc, on observe, on écoute, on pratique, incluant une connexion avec la nature, la rencontre avec des personnes engagées, dans un esprit d'échange, de partage. Voilà, et si possible, avec une attention particulière portée sur les publics qui sont moins coutumiers de ces environnements ou alors aux innovations dans les modalités d'accueil. Et on a essayé, si possible, de ne pas se restreindre simplement au monde agricole. C'est-à-dire, oui, le monde agricole ça fera partie, mais il peut y avoir d'autres acteurs non agriculteurs. Et donc, nous, comme on a pas mal bossé sur la question des tiers-lieux, on observe qu'il y a des tiers-lieux accueillants également. Il y a des non-professionnels agricoles qui organisent des choses. On s'intéresse beaucoup au mouvement citoyen, par exemple, autour des céréales locales. Donc, il y a beaucoup de choses qui émergent. Et donc, on a commencé par faire un recensement dans nos propres projets Fablim de ce qui nous paraissait correspondre à ce ciblage. Et donc, on a vu des initiatives citoyennes de restauration de fournils, de moulins, des événements sur les semences, les levains, les pains, des ateliers de panification, des activités de mentorat, formation, que ce soit pour des professionnels ou des amateurs, que ce soit des ateliers ouverts de production, transformation dans des tiers-lieux nourriciers, sur la permaculture, les transformations douces, les cantines participatives, etc. Donc, on a commencé à faire ce petit inventaire. Ça nous a inspiré et ça nous a incité en fait à aller au-delà de nos propres actions pour voir ce qui se faisait également sur le terrain, dans d'autres réseaux et chez d'autres professionnels. Voilà, donc notre ciblage, il est vraiment sur ces projets émergents et tout d'abord, c'est faire connaître l'existant en termes de formation et ensuite, pour répondre à ces projets émergents, compléter l'offre existante par de nouveaux contenus open source qui pourront par la suite essaimer. Voilà. Thomas ? Alors, moi, je me présente très rapidement. En fait, je suis en stage de fin d'études pour Fablim.
et je suis chargé de projet Upskill avec Pauline. Là, je voulais aborder rapidement en fait, les objectifs et les résultats principaux du projet Upskill. Alors, à savoir dresser un panorama européen de l'offre de formation en agritourisme au moyen d'une carte interactive des initiatives, et donc à l'échelle des différents pays partenaires du projet européen. Ensuite, co-concevoir des modules de formation open source répondant aux besoins émergents dans un esprit de concertation avec les différentes parties prenantes du secteur. Donc ça, c'est vraiment les activités d'ingénierie d'un curriculum, en fait. Et enfin, élaborer un outil numérique d'e-learning en soutien aux formations collectives. Donc, c'est le support, en fait, du curriculum et qui est, en fait, plutôt piloté par notre partenaire finlandais, notre partenaire numérique. Alors, juste, Thomas, je t'arrête une seconde parce que Isabelle a levé la main. Isabelle, tu voulais poser une question? Oui, mais alors, pardon à Thomas, si ça, je voulais poser la question après ton intervention, mais en fait, il n'y a aucun représentant du tourisme. Moi, j'ai essayé de solliciter des gens de mon côté, ici dans le Lot, pour les motiver à au moins participer à cette réunion voilà, je leur ai dit que ça les engageait à rien, qu'ils pouvaient voir et se retirer. Je pensais, je suis partenaire de l'office de tourisme de la communauté de communes là dans mon coin. J'ai des très bons rapports avec eux et je pensais que c'était intéressant. Les parcs nationaux font aussi beaucoup d'initiatives. J'ai proposé au parc du Quercy. Bon, peut-être que ça fait un truc en plus pour eux, je le conçois. Dans tous les cas, dans le panorama des ensembles des acteurs qui sont là à cette réunion, il n'y a pas trop d'acteurs du tourisme, je veux dire, territorial. Accueil paysan est bien là, on est bien d'accord, je nie pas. Mais il me semble que peut-être voilà, ça manque un peu, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, peut-être pas. Mais tu as raison de le souligner. Je pense que là, aujourd'hui, on a lancé un appel pour cette réunion. On n'a pas, entre guillemets, musclé les sollicitations. On a laissé la nature faire. Mais pour une prochaine réunion, je pense que ça peut valoir le coup, en effet, qu'on passe quelques coups de fil pour essayer de renforcer ce pilier-là. Parce qu'on peut, en effet, passer à côté de certains acteurs qui sont actifs sur le sujet. Donc, je note. Merci, Isabelle. Thomas, on t'a coupé. Je vais passer... Voilà. Non, mais pas de souci, je suis tout à fait d'accord. Alors effectivement, là, pour l'instant, le groupe qu'on a constitué, enfin, il est amené à évoluer. Donc, on va continuer à démarcher dans ce sens-là. Et c'est effectivement des acteurs auxquels on a pensé. Moi, j'avais envoyé certains mails, je n'étais pas arrivé à joindre des personnes. Mais effectivement, il y a un axe à continuer à travailler. Voilà. Du coup, je continue, moi, continue à défiler. Vas-y, Thomas. Alors, oui, ce que je voulais dire, c'est que, alors, par rapport finalement aux 3 résultats principaux là, dont je vous ai parlé, j'avais simplement envie d'évoquer le fait que là, pour l'instant, tout ça, c'est en amorce en fait, actuellement. Et alors, par rapport au positionnement de Fablim, mais bon, on en a déjà largement parlé au niveau du contexte national. Nous, notre désir, c'est vraiment de chercher à préciser le concept d'accueil de découverte immersive autour de l'agriculture et de l'alimentation et de caractériser aussi le potentiel sous-jacent en fait, qui peut y être associé, de repérer des initiatives engagées et leurs caractéristiques communes, de les situer dans le panorama de l'agritourisme, mais aussi d'encourager les mises en réseau pour faciliter les transferts de savoir et de savoir-faire. Ouais. Et là, je me dis qu'au vu du tour de table qu'on a fait, il y a vraiment des choses très riches qui sont sorties. Et rien que là, il y aurait de quoi faire une petite cartographie parce que c'est des choses en fait où on sent par le terrain qu'il y a des nouveautés. Ça a été dit par Dominique de la Chambre d'agriculture de l'Ardèche qu'il y a des choses nouvelles qui sortent. Et ça, je pense que c'est très intéressant comme dynamique à suivre et à regarder à la loupe pour voir en fait pourquoi et comment et quels sont les besoins. Donc, 2 participants ont levé la main. Je note... alors, comme je partage mon écran, Pauline, je ne vois pas qui sont les participants qui ont levé la main. Est-ce que tu pourrais me dire? C'est alors Manon Damalix et Stéphanie de la MSH. Alors, on va commencer par Manon. Oui, moi, j'avais une question sur la place de l'enseignement agricole.
qui a quand même historiquement une place sur l'agritourisme et avec qui nous, par exemple, on travaille de manière très partielle, mais malgré tout en partenariat avec certains CFPPA. Du coup, je me disais qu'ils avaient peut-être une place aussi à avoir dans ce projet. Est-ce que ça a été discuté et réfléchi? Alors, et après, j'ai une deuxième question, pardon, comme ça je dis les deux, puis je laisse la parole. Et la deuxième, je trouve la définition super intéressante, mais en écho à ce qui a été dit précédemment, par exemple, moi, j'aurais aucune difficulté à faire rentrer l'intégralité des adhérents Accueil Paysan dans cette définition, qui pour autant propose une offre qui n'a rien de nouvel qui a plus de 30 ans en quelque sorte. Donc voilà, c'est juste là-dessus où je vois bien qu'il y a... Nous aussi, on constate un foisonnement et puis des nouvelles combinaisons, mais malgré tout, le caractère immersif et le lien entre toutes les activités, c'est quelque chose d'historiquement présent. Et donc, je m'interroge un peu sur le côté, entre guillemets, innovant. Okay. Mais c'est sans jugement. Hein, non, j'entends bien. Alors, pour répondre sur l'enseignement agricole, il faut savoir que nous, quand on a lancé le Framadat pour la réunion d'aujourd'hui, il y en a certains qui ont répondu, mais quand la date a été calée, ces personnes-là visiblement n'étaient pas disponibles. Donc, c'est des gens qu'on a, alors je ne dis pas qu'on les a tous contactés, mais on en a contacté quand même quelques-uns. Donc, ça fait partie, comme Isabelle a souligné, les PNR, etc., des personnes avec lesquelles on va continuer à garder le lien ou en tout cas faire un effort de mobilisation pour la suite. Concernant la deuxième question, en effet, tu as tout à fait raison et je partage ce que tu dis parce que c'est difficile en fait de mettre des mots sur les nouveautés. Parce qu'en fait, on a essayé de mettre des mots là sur ce petit plus à faire et c'est vrai que ça c'est très nouveau par rapport à d'autres pays comme la Finlande, l'Irlande, l'Italie, Chypre, etc. Mais en France, nous, c'est pas si nouveau que ça. Du coup, la question de la caractérisation de la nouveauté, elle est difficile. Et je me dis que peut-être, du coup, par vos expériences et les entretiens que Thomas va mener, et si vous acceptez de lui répondre, l'échange que vous aurez avec lui, ça peut être une occasion de repréciser certains critères au regard de ce que vous voyez comme étant singulier et peut-être le signal faible de nouvelles tendances qui sont en train d'émerger. Voilà. Mais ces mots sont c'est assez difficile à caractériser encore aujourd'hui pour nous. Et Stéphanie, peut-être, après, vous voulez poser une question. Oui, moi j'ai deux questions. Merci pour cette réponse sur la question de l'innovation, qui était un point sur lequel j'avais aussi des interrogations. Et je trouve que la proposition de travailler sur des définitions individuelles pour partir un peu de nos narrations peut être intéressant à approfondir. Il sera intéressant de voir comment elles sont elles-mêmes perçues, ces innovations, dans les autres pays, parce qu'il n'y aura pas forcément la même perception. Deux questions. La première, une question très pragmatique en lien avec la slide actuellement présentée, un outil numérique d'e-learning. Est-ce que dans le programme européen, il est prévu qu'il y ait une traduction dans toutes les langues de participants, des différents participants impliqués, ou est-ce que ce sera uniquement en anglais? Je pense que ce ne sera pas du tout la même exploitation auprès des différents partenaires engagés. Et du coup, ça c'est vraiment une question très spécifique. Et puis la deuxième, par rapport au lien avec les acteurs du territoire, moi, en fait, de mon côté, je n'ai pas relayé par rapport à aujourd'hui. J'attendais de voir un petit peu, et c'était voir aussi comment vous souhaitiez les associer, ces différents partenaires. Est-ce que c'est au moment d'entretien pour préparer cette réflexion sur l'innovation? Est-ce que c'est pour avancer sur ce panorama européen? Est-ce que c'est pour concevoir les modules de formation? Est-ce que c'est pour accueillir? Enfin, voilà, comment vous voyez l'implication avec d'autres partenaires du monde du tourisme, que ce soit des praticiens ou que ce soit aussi peut-être des chercheurs sur ces questions-là qui pourraient apporter une autre pierre à l'édifice? Alors, Pauline, est-ce que tu peux répondre sur la question de la langue? Oui, donc du coup, pour la traduction, tous les modules seront bien traduits en français, du coup, pour qu'ils soient vraiment accessibles à 100%. Et dans chaque langue hein, des pays partenaires. Hein. Oui, bien sûr, chaque pays aura sa langue. Et après, pour répondre à la deuxième question sur qu'est-ce qu'on attend en fait des différents acteurs et sur quoi on les mobilise en fait en définitive,
Si tu permets, cette réponse, elle va arriver quelques slides après. Parce qu'en fait, on ne va pas spoiler. Voilà, on a dressé un tableau des contributions possibles, ou en tout cas des échanges, des interactions possibles, et on va le détailler dans deux minutes. Ah voilà. Il y a 2 participants qui ont levé la main encore. Pauline, oui, tu peux m'aider? Alors c'est Paul Masson et Julia. Ok. Oui, Paul Masson, je voulais en fait apporter un témoignage par rapport à ce qu'on se disait sur les structures existantes du tourisme. Ouais, il est revenu ou pas? Okay. Alors, Émilie, attention, tu n'as pas coupé ton micro. Ok. Pardon. Il est parti. Attends, si tu veux, je lui coupe le micro si elle ne le voit pas. Parce que... pardon, désolée, Paul. Non, c'est pas grave du tout. Je rappelle. À tout à l'heure. Non. Comment dire, moi, je suis plutôt contente que l'initiative que vous preniez existe. Je ne suis pas si sûre que ça, qu'il y ait beaucoup d'offres alternatives qui se développent, que ça existe depuis longtemps en France, l'agritourisme et tout ça. Sans doute, oui. Moi, je peux vous dire qu'en arrivant dans le Cher, je me sens un peu seule. Un peu dans une jachère. J'ai des super liens, comme Isabelle, avec toutes les structures touristiques, avec l'Office du tourisme, y compris qui chapeaute, c'est une société, l'ensemble du Berry. J'ai postulé pour un projet pour la construction du four à pain qui a été lauréat. Enfin bon, donc du coup, j'ai été amenée à les rencontrer beaucoup. L'écotourisme, ils en parlent beaucoup, mais je ne sais pas comment vous dire ça, c'est pas en eux, quoi. Ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Sur plein de choses très différentes. Quand on parle ici dans ce département de mobilité douce, ils n'ont que la Loire à vélo en bouche. Alors c'est super, la Loire à vélo, sauf que nous, on n'est pas dans un coin où la Loire, elle est loin quand même, en fait. Et quand on leur parle des bienfaits de la marche, on est au milieu de la forêt, il y a des bocages partout, etc. Ils disent ouais, super, et puis après, il n'y a rien, quoi. Moi, ça fait 2 ans qu'ils me disent, on va créer une mission, on va réunir les gens qui travaillent sur les projets d'écotourisme, de slow life, etc. Et il n'y a rien qui bouge, ils ne le font pas. Je ne dis pas que c'est de la mauvaise volonté, mais j'ai plutôt l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de structures qui existent. Quand je leur ai expliqué que j'étais en train d'essayer de construire un jardin comestible, un jardin dans lequel tout se mange, ils m'ont regardé en disant mais c'est quoi ce truc, quoi. Gentiment, il n'y a aucune animosité, c'était même plutôt de la curiosité bienveillante, mais c'est-à-dire que ça ne leur parlait pas du tout. Donc, en fait, je trouve que c'est très bien Moi, je suis convaincue aussi qu'il y a beaucoup de pépites partout, mais qui ne sont justement pas forcément connectées et pas forcément connectées avec les structures institutionnelles qui régissent ou le tourisme ou même l'agriculture, etc. Quoi. Je suis pas aussi optimiste. Voilà. Mais du coup, je vois vraiment 2 enjeux ressortir en fait. Il y a déjà un enjeu de mettre des mots sur cette alternative écotouristique, agritouristique, parce qu'aujourd'hui, on a du mal, même en mettant cette phrase, en effet, Manon me faisait remarquer que ça englobe encore trop de choses. Voilà. Donc, en fait, il y a déjà caractériser l'alternative, mettre en réseau ces alternatives et les faire connaître et ensuite les connecter avec les acteurs plus traditionnels. Et ça, je me le note parce que c'est en effet un effet collatéral de notre projet qui est centré sur la formation pour adultes, mais comme je disais, identifier les compétences spécifiques, identifier les besoins en compétences, mettre en place des outils d'émancipation et de capacitation, c'est aussi reconnaître. Et donc, en ce sens, ce projet contribuera comme un objectif en plus des 3 que Thomas a présenté en point bleu là. Voilà. Pauline, quelle est l'autre prise de parole que je ne vois pas? C'est Julia, pardon. Allô, vous me voyez? Oui. J'éteins régulièrement la vidéo parce que le réseau ne marche pas très bien chez moi. Alors, j'ai 3 petites remarques. Première, donc, concernant les objectifs mentionnés. Première remarque concernant la découverte immersive. Donc, effectivement, comme je vous disais, dans le Gard ici, on a mené, le CIVAM, on a mené une étude sur l'agritourisme dans le Gard.
il y a quelques années, et l'un des constats qui a été évoqué, notamment en lien aussi notamment par nos partenaires, les différents partenaires touristiques, les offices de tourisme par exemple, que le profil d'un touriste aujourd'hui, il est assez différent de celui il y a une quinzaine, vingtaine d'années. S'il y a une vingtaine d'années, c'était plutôt quelqu'un qui venait par exemple dans le sud pour se reposer, alors aujourd'hui c'est plutôt quelqu'un qui est actif et qui a besoin de faire et de vivre une expérience, on appelle ça un tourisme aussi expérientiel, de vivre une expérience. Donc, du coup, cette notion de découverte immersive, je trouve que c'est une très bonne, un très bon élément dans l'objectif qui cité. Deuxième remarque, c'était par rapport à la présence des agriculteurs dans ces objectifs-là. Donc, bon, ça reste, enfin, le terme agritourisme, il y a quand même une notion d'agriculture qui est dedans. Donc, du coup, je partage juste légèrement mon inquiétude avec, voilà, quelle place l'agriculteur il va prendre, il va avoir là-dedans, en sachant que encore, je m'appuie sur les résultats de l'étude que nous avons menée, que l'un des constats aussi que nous avons fait, c'était que le besoin en agritourisme est très important. Il y a du potentiel, par exemple, sur notre territoire gardois, mais les agriculteurs, souvent, ils ont une sorte de réticence vers tout ce qui est les activités d'accueil. Et donc, il y a tout un travail derrière qui est nécessaire pour permettre à l'agriculteur de faire le cap et de se dire, bah, voilà, j'ai envie d'aller vers un projet de diversification et j'ai envie d'accueillir le public sur ma ferme. Donc, au CIVAM, par exemple, on propose des formations justement dans ce sens. On propose des formations sur l'hébergement à la ferme et la petite restauration à la ferme, et sur l'accueil globalement. Et troisième petite remarque, c'est sur la présence des collectivités dans ce projet-là. Donc, je rejoins un peu ma collègue qui parlait tout à l'heure, qui disait qu'elle ne savait pas trop qui a invité à ce webinaire. Donc, c'était aussi mon cas. Je ne savais pas trop est-ce que je relie l'info auprès des collectivités, des comités de communes ou des chargés de PAT, par exemple. Donc, souvent, c'est les comités de communes qui portent la compétence de tourisme et qui gèrent un peu les offices de tourisme sur leur territoire. Donc, voilà, la question, c'était est-ce que, moi, il me semble que c'est important aussi d'intégrer ces acteurs-là. Merci beaucoup, Julia, pour ce partage de vos résultats d'études. Et du coup, la place des agriculteurs, en effet, sera précisée de la même façon que la définition elle-même sera précisée dans le cadre du projet. Donc ça, je le note comme un point d'attention et de vigilance. Merci. Je passe à la suite s'il n'y a pas d'autres réactions. Et il y a quelqu'un qui a son micro pas coupé, ça fait un micro. C'est moi. D'accord, merci Julia. Thomas. Donc, finalement, par rapport à une vision plus globale du projet et puis des impacts qui sont souhaités, on a identifié 3 lignes de force. Donc, d'abord, intégrer résolument les approches citoyennes, alimentaires, artisanales et écologiques en matière d'agritourisme. Ensuite, stimuler l'entrepreneuriat agritouristique et développer les passerelles avec les autres modes de tourisme écologique en milieu rural. Et enfin, renforcer les dynamiques de réseau des acteurs impliqués dans le secteur. Voilà, tout à fait. Et du coup, ça rejoint un peu ce qu'on disait, arriver à mettre des mots sur l'alternative, mettre en réseau les alternatives pour plus de reconnaissance et les connecter aux acteurs traditionnels de l'agritourisme et du tourisme. En cours, Thomas? Alors, par rapport aux travaux qu'on a déjà menés ou qu'on est en train encore de mener, on a par exemple, on a déjà mené et on continue de mener des entretiens avec des professionnels et des animateurs de réseaux d'accompagnement pour analyser le degré d'ouverture potentielle ou réelle d'activités non encore accueillantes, mais aussi les compétences qui seraient à développer pour renforcer les activités en place et accompagner la création de nouvelles activités. Et on vient de débuter en fait l'analyse de l'offre de formation existante, mais aussi des pratiques remarquables de formation à l'échelle européenne, évidemment toujours en vue de la création et du test de nouveaux modules en ligne et pour adultes. Merci Thomas. Pauline?
Oui, merci. Et donc, au niveau donc, des étapes qui nous restent là pour jusqu'à la fin de l'année, on a commencé donc, la phase, on va dire, de découverte, identification des besoins, donc avec les 2 points que vient d'évoquer du coup Thomas. En plus de ça, du coup, on essaye du coup de créer un petit groupe en fait d'échange. Donc là, comme on fait en fait aujourd'hui, pour vraiment que suite à ce petit webinaire, on rentre dans une dynamique d'échange en essayant voilà, de faire des petits groupes par thème et par sujet. À partir du mois prochain et jusque novembre, on va passer sur la création des modules, puisque là, en fait, on est en train d'identifier donc les besoins, donc on va pouvoir passer aux modules et au développement des supports de formation. Et ensuite, en novembre, du coup, on aura d'ailleurs un autre voyage donc avec tous les partenaires pour faire la formation des accompagnateurs, donc qui sera en Irlande. Donc les accompagnateurs formateurs du coup de la future formation. Et ensuite, du coup, il y aura la création de la plateforme sur laquelle, du coup, on va héberger les modules e-learning. Merci, Pauline. Alors, temps d'échange, on en a déjà eu un gros, mais ce qu'on vous propose, c'est de reprendre le pad et de prendre quelques minutes pour répondre aux questions Q2, Q3, Q4 qui sont importantes pour nous. Parce que ça va nous aider en fait à voir en fait dans vos activités qu'est-ce qui semble rejoindre ce qui est prévu dans le projet Upskill. Qu'est-ce que le projet Upskill pourrait vous apporter d'utile ou qu'est-ce que vous souhaiteriez que ça vous apporte d'utile et quelles passerelles vous verriez intéressantes à tisser. Et en fait, ça va nous donner quelques… Ne faites pas quelque chose de trop long si on n'a pas le temps, mais au moins quelques lignes, ça sera utile pour nous avant de passer à des éléments plus factuels sur des coopérations concrètes que nous, on a identifiées. Voilà. Donc, Pauline, est-ce que tu peux remettre le lien du pad pour permettre à chacun de prendre 5 minutes pour, Voilà, super. Merci beaucoup. Juste n'oubliez pas donc, de bien mettre votre nom et prénom juste avant votre contribution. Comme ça, on sait à qui cela appartient. Je vais arrêter le partage pour qu'on se voit un petit peu. Voilà. Quand j'arrête, voilà. Yulia, tu relèves la main ou c'est juste que tu as oublié de la baisser? Ouais. Non, j'ai pas enlevé la main. Voilà, je l'enlève. Merci beaucoup. Gardez bien en tête que l'Irlande, si vous voulez y aller, on aura la possibilité d'envoyer des gens en Irlande. Toujours bon à savoir. Juste petite précision, quand on dit quelle passerelle vous verriez avec le projet Upskill, si ce n'est pas avec vos propres activités, vous pouvez aussi mentionner des passerelles que vous voyez avec d'autres projets que vous connaissez qui ne sont pas les vôtres. Ça, c'est possible aussi. Et pour ceux qui nous ont rejoints sur le tard, je mets la feuille d'émargement en ligne aussi. Je pense à Stéphanie.
Oui, quelqu'un veut prendre la parole peut-être, non? Bon, il y a un micro qui a fait un bruit. Je regarde l'avancement des contributions. Est-ce qu'en attendant, je peux en profiter pour poser une question? Bien sûr. Oui. Je pense que je prends un petit peu d'avance, mais c'est pour me rendre compte de l'investissement qu'on pourrait mettre dans la suite du projet. Ouais. J'ai pas de doute à imaginer j'ai pas de difficulté à imaginer des synergies, mais je me demande quel type de partenariat est envisageable dans le cadre de ce projet-là, avec les contraintes que vous devez avoir liées aux règles des projets européens. Parce que en toute transparence, du coup, nous, c'est un sujet qu'on travaille depuis quelques années, mais avec des ressources limitées et insatisfaisantes. La plupart de ce qu'on a produit en termes de livrables est accessible en ligne et donc pas du tout réservé au réseau accueil paysan. Mais en termes d'investissement, pour le coup, c'est tout à fait quelque chose qu'on pourrait souhaiter faire, entre guillemets, de notre côté, pour lequel on n'a pas les ressources. Et quelque part, mettre à disposition nos ressources, ça va être compliqué pour nous, vu l'état de nos ressources humaines. Du coup, j'ai besoin de comprendre un petit peu quel niveau de partenariat est envisageable, aussi pour savoir quel investissement on met, y compris dans la phase préparatoire. Si vous pouvez m'apporter quelques précisions, ça m'aidera aussi à discuter avec les collègues et leur dire... Ouais. Voilà. Très bien. Alors, pour répondre, alors déjà, dire que le projet européen, ce n'est pas facile. Parce que quand on est chef de file ou quand on les rédige, on maîtrise tout de A à Z. Voilà. Moi, j'ai été contactée pour ce projet européen par mes contacts en Espagne. Et du coup, on a été raccroché un petit peu tard. Et donc, la façon dont le projet est rédigé, ce n'est pas exactement nous ce qu'on imagine pour la France vu notre contexte. Donc, en fait, on a toujours une espèce de petite schizophrénie pour, d'un côté, faire ce qu'il faut faire pour cocher toutes les cases dans les livrables et dans les temps pour le projet européen, et de l'autre, faire quelque chose de vraiment intéressant côté français. Voilà. Mais ça, c'est notre tambouille interne, même pas je vous en parle parce que, je veux dire, ce n'est pas un objet de discussion, mais c'est pour dire que nous, on est un petit peu dans ce tiraillement-là et que c'est notre parti pris d'en faire quelque chose d'intéressant, même si ça nous coûte 2 fois plus de temps. Voilà, pour être concret. Après, deuxième chose, sur la façon dont financièrement ça peut s'opérer. Nous, on a un petit tableau en Q6 qu'on va vous partager pour voir quelles seraient les contributions possibles. Il y a des contributions, ça serait 1 minute, je vous partage un contact. Après, ça serait 10 minutes, je vous mets à dispo, je ne sais pas quoi. Après, ça serait 1 heure, 2 jours ou 3 jours, je fais ça. Donc, évidemment, c'est à géométrie variable. Et on comprend bien que quelqu'un qui a envie d'y passer plus de temps, il a besoin que ce temps-là, il soit couvert. Donc, nous, en fait, en fonction des contributions et de la pertinence de chaque apport, il y a une façon de faire, c'est de voir comment nous, on peut mobiliser des moyens pour couvrir cette contribution. Et puis après, si jamais la contribution est vraiment, ça on l'a identifié avec quelqu'un qui n'est pas là aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez l'association DefiMed. Donc, DefiMed, ils n'ont pas pu venir. Et on a trouvé des choses, vraiment des passerelles très intéressantes. Et on s'est dit, bon, bah, évidemment, un projet Erasmus+, ce n'est pas beaucoup de sous. Mais par contre, pourquoi ne pas remonter un truc ensemble à côté, en fait. Si vraiment on a envie de travailler ensemble et que ce sujet nous semble porteur, il peut y avoir une contribution à minima avec quelques jours par-ci par-là dans le projet Upskill, mais après, ça peut être juste le moyen de travailler ensemble sur monter quelque chose d'autre ensemble par la suite. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, je ne sais pas si ça répond, je ne peux pas dire on peut vous mettre à dispo 10 000 euros parce qu'en fait, un projet européen Erasmus+, ce n'est pas beaucoup de sous. En tout et pour tout, sur le projet 2 ans, je crois qu'on a quelque chose comme
36 000 € de disponibles, donc c'est pas forcément beaucoup. Mais par contre, nous, sur des contributions très ciblées, on peut faire quoi je veux dire, on n'a aucun état d'âme à piocher dans notre propre enveloppe pour valoriser des contributions. Ça, c'est au contraire. Mais si ça va plus loin ou si on a des volontés d'aller plus loin, nous, ce qui nous motive, ce sera de monter un autre projet. Et cette fois-ci, c'est nous qui avons la main. Et au moins, on n'a pas besoin d'être schizophrène voilà, comme on l'est aujourd'hui. Merci, c'est super clair. C'est tout à fait le genre de réponse dont j'avais besoin. Alors, je regarde à nouveau où est-ce que ça en est sur le pad. Touc. Ça avance sur Q4, donc c'est bon signe. Après, je vais pouvoir passer à même Q5. Allez-y, Q5, c'est très bien aussi. Et merci, Paul, d'avoir déjà accordé l'entretien à Thomas. Paul, ça fait envie en tout cas de venir manger le jardin comestible. Et, ouais. Ça nous a convaincus là. C'est vrai, c'est bien. Vous êtes les bienvenus. C'est pas très simple le jardin comestible parce que quand on est dans le respect de la biodiversité, on accepte aussi ce qui pousse dans le jardin. Ouais. Tout seul, notamment, puisque moi, je n'ai pas un très grand jardin, mais je garde des parties sauvages et je laisse tout se ressemer. Donc, c'est une gestion, mais bon, petit à petit, il faut prendre le temps que les choses s'installent et y arrivent. Surtout que moi, je ne saurais même pas, non mais j'ai honte, hein, je ne saurais pas situer le Cher de façon très précise sur une carte. Il y en a beaucoup, hein, tu n'es pas la seule. Hein. C'est où ce truc? En plein centre de la France. Voilà, moi, j'aurais mis ça un peu à gauche, mais bon. Ouais, non, c'est en plein centre, mais c'est aussi bien pour nous parce que du coup, on n'est pas. On a un tourisme conscient. Je crois que c'est Isabelle qui disait ça. On a aussi un tourisme conscient qui vient pour des raisons précises, même si c'est parfois pour le vin, parce qu'on est entre Menetou-Salon et Sancerre, entre deux grands domaines viticoles, mais ça permet d'engager des discussions qui sont intéressantes, quoi. Donc, et on a encore de l'espace pour bien accueillir, pour pas courir. On est un peu en sous-offre même, et pour pas être tout le temps tellement pressé qu'il n'y a plus d'éthique d'accueil. Je sais plus qui c'est qui disait ça tout à l'heure. C'est hyper important de redévelopper ça, quoi. D'arrêter de fonctionner avec les boîtes à clés. Donc, tout à fait. Et après, du coup, moi, je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de genre dans le tourisme? Parce que c'est vrai qu'on trouve des environnements toujours très féminins. Parce que tu disais, on trouve des environnements plutôt féminins. Encore qu'il y a eu Hugues qui est venu parler de son activité, etc. Mais c'est vrai qu'on voit que dans les entretiens, les initiatives qu'on repère, il y a beaucoup de femmes, en fait. Ouais. Moi, je me pose la même question que toi. Je suis entourée dans les gens que je vais chercher, parce que quand on s'implante dans un endroit avec l'éthique et les valeurs qu'on a, on cherche à connecter des réseaux. C'est hyper féminin, hein. C'est vrai. Hein. Hyper féminin. Ouais. Jusqu'à ce que ça devienne majoritaire et les mecs prendront le manche, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est effectivement beaucoup de femmes. Ouais. J'ai fait une grande fête au jardin de Mala. On papote là, parce qu'en attendant que ça se... Oui, bien sûr. Pour l'inauguration, on était plus d'une centaine de personnes. Donc, du coup, j'en ai profité pour essayer de connecter le réseau de cuisine durable dans le département et à Bourges. On s'est constitué une équipe de bénévoles où on a fait tout, le pain. Enfin bon, il n'y avait que des filles. Et ce n'était pas volontaire de ma part, en fait. Hein. J'ai cherché à m'adresser très largement. Et on avait une quinzaine à part le Raphaël pour le vin, nature. Sinon, il n'y a que des filles qui sont venues. Donc, je m'étais fait la même réflexion que toi, en fait. Oui, ça doit être, je ne sais pas, une sensibilité peut-être particulière à creuser. Nous, on a déjà pris des stagiaires, justement, qui nous décortiquaient les rapports de genre dans différents domaines agricoles. Et ça serait intéressant à creuser, en tout cas. Ouais. Alors, juste, je crois que les compléments au PAD sont déjà bien avancés. Du coup, je vous propose de reprendre le fil de la présentation et de terminer avec la Q6 qui me semble vraiment intéressante à aborder ensemble. Alors, je partage à nouveau mon écran. Je vais au PowerPoint et je le repartage. Voilà. C'était un mot pour vous donner un peu le calendrier des prochaines étapes.
sur comment est-ce qu'on peut faire vivre ce projet Upskill ensemble. Et nous, on a identifié différentes façons de contribuer. C'est un peu ce que je disais, 1 minute, 10 minutes, 3 heures, une journée, 2 jours. Et donc, ça peut se faire sous la forme de partage de contacts pour les entretiens, partage d'informations sur des formations existantes, qu'elles ce soit les vôtres ou que ce soit des formations de tiers, relecture, avis sur le contenu des modules de formation qu'on a en projet, test de certains modules auprès de votre ou de vos publics, participation à une formation de formateurs en Irlande, sachant que nous, on paierait le voyage. Hein, donc, si vous souhaitez aller en Irlande, nous, on a potentiellement, Pauline, tu m'arrêtes, mais 5 places, c'est bien ça? Oui, c'est ça. 5 places pour aller en Irlande. Ensuite, il peut y avoir d'autres contributions libres, par exemple, relais de communication sur le projet et sur les outils du projet dans vos réseaux, etc. Donc, en fait, il n'y a pas de, entre guillemets, limite. Nous, il y a des cas de contribution où, en effet, là, on sait qu'on pourrait avoir besoin de vos réseaux ou de vos retours d'expérience. Et puis après, il y a des contributions qui peuvent être totalement libres. Et ça, c'est dans Upskill. Et après, ce que je disais tout à l'heure à Manon, c'est qu'en effet, on peut aussi trouver des intérêts communs à travailler ensemble et construire autre chose que le projet Upskill dans la continuité ou à côté. Voilà. Donc ça fait totalement écho à la Q5 et la Q6. La Q5, dans le pad, c'est est-ce que vous seriez disposé à nous accorder un entretien de 45 minutes pour approfondir vos pratiques, votre connaissance du secteur, les partenariats possibles. Et Q6, c'est comment, de quelle autre façon que ces 45 minutes d'entretien, vous pourriez nous aider à tirer parti de l'opportunité d'Upskill au bénéfice de tous. J'ai repris donc, ces différentes items, là, 1, 2, 3, 4, 5, dans un tableau. Et donc, je vous laisse quelques minutes pour remplir Q5 et Q6, qui nous permettra ensuite de vous donner le programme pour la rentrée. Voilà. Juste une question. Oui. On est sur une échelle nationale? Alors, au départ, on se disait on sera plutôt au sud. Et puis finalement, on s'est dit, s'il n'y a pas d'inconvénient à ce qu'on soit sur toute la France, soyons sur toute la France. Parce que quand on parle, tu vois, de caractériser des innovations, des trucs très émergents, partir de l'initiative et construire peut-être un cadre terminologique propre, on se dit peut-être que le sud, c'est trop limité. Donc, en fait, finalement, on a élargi à toute la France. Et comme les partenaires, ils ne voient pas d'inconvénient, nous, ça nous va bien. Ok, merci beaucoup. Alors, faites bien attention dans le tableau pour la question 6, la toute dernière contribution. Donc, autre contribution, veuillez préciser. Mettez bien du coup votre nom et prénom parce que du coup, il y a plusieurs propositions et je ne sais pas de qui ça vient. Merci. Ce qui est super, c'est que je pense qu'on va tenir notre timing de webinaire de 2 heures. Ça, c'est bien aussi.
Je crois que tout le monde a contribué. Je vais revenir à la présentation pour finalement la dernière diapositive que je voulais vous présenter. Hop, je reviens à nos moutons. Là. Voilà, c'était les prochaines étapes. Donc, dans les prochaines étapes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va exploiter à partir de maintenant tous les apports que vous nous avez mis sur le pad, et vraiment un énorme merci pour tous les contenus échangés dans cette réunion et tout ce que vous avez pu inscrire sur le pad. Ensuite, Thomas, pendant l'été, va continuer ses entretiens avec les personnes qui nous ont fait un retour favorable, et on organisera à la rentrée un webinaire pour partager les retours de nos entretiens. Et ensuite, en fonction des contributions ciblées qu'on a identifiées, donc que ce soit pour, par exemple, sur les modules, sur la plateforme, sur d'autres choses, les mises en réseau, travailler sur la définition, etc., on organisera des groupes d'échange plus ciblés. Et c'est là que si certains veulent s'impliquer davantage et qu'en effet, il y a des contributions en temps à prévoir, que là, on pourra faire un chiffrage au cas par cas avec chacune des structures. Voilà. Et ça n'empêche pas qu'on continue d'avoir des échanges bilatéraux pour approfondir certaines collaborations. On en a parlé avec Défimed, on en a parlé avec Savoir-faire et Découverte, là on en a parlé avec Accueil Paysan. Donc ça tout à fait à l'écoute et ouvert à vos propositions et suggestions. Et ce que je disais, donc je le redis maintenant parce que je l'avais écrit dans la diapo, possibilité également de penser ensemble la construction d'autres projets qui permettent d'avoir à chacun un terrain d'expression financier un peu plus libre que par Upskill qui, de fait, a un pourtour financier très contraint, quoi. Voilà. Isabelle, tu as levé la main. Oui, j'avais une question par rapport à… Donc, on parle d'agrotourisme ou d'agritourisme globalement. Et là, dans nos discussions, il y a beaucoup c'est revenu écotourisme, tourisme durable. On peut ajouter le slow tourisme aussi, qui est en gros développement là, en ce moment. Il me semble que c'est pas très clair de votre côté. Il y a plein peut-être de partenaires intéressés et intéressants qui ne sont pas forcément ni en bio, ni en durable, ni en slow, et qui pourraient trouver leur place aussi. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être préciser, est-ce que c'est éliminatoire pour vous que les gens soient dans une démarche spécifique écotourisme ou bio, ou alors c'est globalement… il me semble que c'est un biais sur lequel il faut faire super attention au risque d'éliminer des gens qui pourraient apporter des choses intéressantes. Oui, du coup, tu reposes des questions sur la sémantique et ce n'est pas complètement tranché, hein, comme je le disais. Tu as tout à fait bien relevé ces mots, agritourisme, écotourisme, tourisme durable, slow tourisme. C'est pas simple en fait pour nous parce que pour l'instant, on a mis à l'intérieur des premiers critères. J'avais mis apprentissage par le faire, accueil immersif, etc., etc. Mais ça englobe, alors soit c'est trop large et ça englobe plein de trucs, soit c'est trop restreint et au risque que certains s'y retrouvent pas. Nous, je pense qu'il faut qu'on approfondisse absolument cette notion d'innovation pour un tourisme durable. Il y a quelque chose autour de ça pour qu'on arrive à se dire quel est notre focus. On ne peut pas faire un focus sur tout, ça ne marchera pas, il y a trop de choses. Mais par contre, il faut absolument qu'on cible encore plus ce qu'on a commencé à faire. Et donc, ce ciblage, de mon point de vue, il se fera par l'échange. On n'arrivera pas à le faire a priori. Je pense qu'a priori, on va pouvoir flécher des initiatives à interroger qui nous paraissent rentrer dans le scope, mais c'est les échanges qui nous permettront d'approfondir et de le préciser. Après, je ne crois pas qu'on ait une distinction, bon, si tu n'es pas bio, tu ne rentres pas, si tu n'es pas complètement slow, tu ne rentres pas. Mais je pense qu'il faut qu'on arrive à définir un périmètre commun et ça sera par l'observation des cas individuels qu'on arrivera à mieux cerner nous-mêmes ce qu'on recherche et ce qui fait sens commun. Voilà. Donc, je suis désolée de ne pas pouvoir répondre tout de suite à cette question sémantique. Juste avant le webinaire, j'étais en échange avec Défimed et avec Savoir-faire et Découverte, donc Arnaud et Eric.
et ça revient, cette question sémantique. On sent que ce n'est pas tranché. Donc, c'est un des... En tout cas, c'est un des livrables, nous, qu'on souhaite... auquel on souhaite parvenir à l'issue du projet, clairement. Voilà. Donc, de notre côté, on a fait le tour donc, de ce qu'on voulait échanger avec vous. On est vraiment très, très content. Là, on en discutait un petit peu avec Pauline pendant que chacun remplissait le pad de toutes les contributions qu'il y a eu. Et en fait, ce qui nous paraît intéressant, c'est de garder absolument le contact parce qu'il y a en termes de reconnaissance, en termes de promotion, en termes de défense un peu de ces approches là, il y a quelque chose qui relève vraiment du collectif et qu'il faut qu'on travaille ensemble. Je pense qu'il ne faut pas que ce soit Fablim tout seul qui mette des définitions. Je pense qu'il faut qu'on le travaille ensemble. Et ça, c'est vraiment le chantier qu'on va mener de façon prioritaire là, dans les semaines qui arrivent. Donc, nous, on va vous faire passer le compte-rendu de la réunion d'aujourd'hui. On vous mettra le replay, le pad, la feuille d'émargement et la synthèse des principaux échanges. Et on va vous inviter pour la restitution donc, des comptes rendus d'entretien de Thomas à la rentrée. Et on vous invitera également au prochain groupe thématique qu'on organisera. Et si vous voulez des échanges bilatéraux sur, voilà, on voudrait coopérer avec vous, mais comment est-ce qu'on l'organise? Vous prenez contact avec moi et puis on voit comment on travaille une convention ou quelque chose comme ça. Voilà. OK? Je vous dis un grand merci pour votre présence et je vous souhaite donc un bon été, déjà très chaud, et donc à très vite pour ceux qui gardent le contact avec nous. Voilà. Merci. Merci à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Merci, au revoir. À bientôt.